Merci de votre fidélité à Gangan TV et bienvenue dans cet autre numéro de Café Débat. Vous le savez, ce plateau est consacré à l'analyse de l'actualité au quotidien et on donne la parole à ceux qui veulent l'apprendre pour impacter l'opinion. Café Débat est aussi retrouvable sur le site libreopinionguinée.com, notre partenaire. Et pour ce nouveau numéro, un nouvel invité, honorable Mohamed Lamine Kamisoko, député du RPG Arc-en-Ciel, membre du bureau politique national. Avec lui, on va consacrer le débat justement à ce parti au pouvoir, la gouvernance Alpha Condé. Est-ce que le RPG et ses cadres en sont fiers à ce stade? Et puis l'élan de refonte du parti qui est en cours en ce moment sera un peu les sujets au menu de ce débat. Honorable Kamisoko, bienvenue sur ce plateau. Merci mon frère, merci beaucoup à vous. Merci de la disponibilité. Alors avant d'entrer dans le vif des sujets au menu, parlons d'abord de l'activité qui vous occupe en ce moment à l'Assemblée en tant que député. C'est la session extraordinaire portée sur la loi des finances rectificatives 2017. Vous aviez commencé l'Assemblée depuis, je vais dire la session de la semaine passée. Dites-nous à quel stade vous vous trouvez aujourd'hui dans ce travail des 15 jours que vous devez faire. Je vous remercie mon frère. C'est vrai, les travaux continuent très bien conformément au plan qui a été élaboré par le bureau de l'Assemblée nationale. Bien sûr que la procédure normale qui consistait à appeler les gens, leur soumettre un chronogramme de travail n'a pas été respectée compte tenu de l'urgence des travaux et du temps qui nous est imparti. Nous sommes allés directement au but, donc les programmes ont été distribués directement aux commissions. Et ces travaux de commission ont commencé depuis le jour qu'on a convoqué la rencontre. Et à l'instant où nous nous trouvons, nous sommes actuellement sur les intercommissions. Vous savez, lorsque les programmes arrivent, c'est d'abord examiné par toutes les commissions et ensuite les commissions saisies font, alors reçoivent l'ensemble des députés à travers des intercommissions, les représentants des commissions à travers un autre programme de retrouvailles qui s'appelle les intercommissions qui sont en train de se dérouler maintenant là. Et je crois qu'après ces intercommissions, nous serons quand même confrontés à l'épreuve de la plénière pour l'adoption de tout ce qui a été fait en travaux de commission. À ce stade, est-ce qu'on peut savoir si vous êtes au bain des changements qu'il y a eu dans, oui, dans il ce, y a dans eu ce, des changements dans ce qui budget. ont intervenu dans le budget à certains niveaux. Il y a Pour eu les diminution. recettes, dépenses. Bien sûr, à certains niveaux, il y a diminution du budget. À d'autres niveaux, il y a augmentation. Et chaque département quand même cherche à avoir une augmentation de son budget en matière de dépenses qui sont en vue. Mais ce qui est important, c'est que nous, les députés, nous souhaitons quand même que, à l'avenir, que chaque département quand même se soucie de la mobilisation des recettes. Parce qu'il ne faut pas quand même que nos départements soient des départements purement budgétivores. Des départements de consommation. Il faut quand même que les départements ministériels acceptent de faire des réflexions, des analyses pour découvrir des postes de recettes et capables quand même de remplir les caisses de l'État. Mais nous constatons que tous les départements qui viennent cherchent seulement à augmenter leurs dépenses et sans se soucier quand même de l'augmentation des recettes correspondantes. Bon, je crois que c'est des choses qui vont aller en se perfectionnant parce que nous nous habitons progressivement et c'est sûr que à l'avenir nous parviendrons à changer des situations comme ça. En parlant de recettes justement, est-ce qu'il y a eu des nouvelles annonces? Est-ce qu'il y a eu de nouvelles recettes annoncées? Bon, à l'instant où je quittais, nous étions encore dans les analyses. À l'instant T où nous sommes, certaines modifications se sont certainement déroulées. Je ne peux pas vous dire avec exactitude à quel niveau aujourd'hui se trouve le montant global des budgets par ceci, par cela. En tout cas, je sais quand même que des intentions d'augmentation par-ci, par-là sont en vue, conformément au programme prioritaire de l'État. Bien. Alors, à côté de l'examen de ce budget
ou de cette loi de finances rectificative, est-ce qu'il y a d'autres sujets qui seront sur la table des députés, comme par exemple le budget des élections locales? Est-ce que ça figurera au menu de vos débats? Cela intéresserait exclusivement le ministère de la décentralisation et l'institution elle-même, qui, à mon humble avis, doivent se retrouver pour essayer d'élaborer son propre budget et soumettre au gouvernement. Je crois que une augmentation... Est-ce qu'on parle de ça actuellement dans les couloirs de l'Assemblée? Ça se discute dans les couloirs de l'Assemblée. Durant cette loi de finances, ça se discute dans les couloirs de l'Assemblée et les commissions en charge du traitement de ces dossiers-là. Je n'ai pas fait partie, mais je sais quand même que c'est obligatoire et j'en ai entendu parler. Parce que si vous finissez cette session extraordinaire sans qu'on intègre le budget des élections locales, ça veut dire qu'il n'y en aura pas en 2017, ça sera clair en ce moment. Absolument. Donc vous pensez qu'il y a du travail qui est en train d'être fait? Absolument, je suis sûr parce que j'ai entendu les échos dans les couloirs. Bien, on reviendra là-dessus de toutes les façons. Merci. À d'autres occasions. Revenons-en donc à votre parti, le RPG Arc-en-Ciel. D'abord, parlez-nous un peu de vous, honorable Camille Soko, élu, ou dans quelles circonstances, pour quelle, je sais pas, agglomération électorale du RPG aujourd'hui à l'Assemblée nationale, avant qu'on ne parle de votre parti en tant que tel. Je vous remercie. J'ai été présenté comme candidat par les 6 sections du RPG de la commune de Matam sur la liste nationale. Bien. C'est mon confrère Sadialiou Touré qui a été présenté comme candidat uninominal et moi j'ai été présenté comme candidat sur la liste nationale du RPG. Et donc suite à cette élection, mon candidat uninominal, M. Sadialiou Touré, a été battu de quelques points seulement, de quelques 2000 voix je crois, par le candidat de l'UFR qui est l'honorable Dine Touré. Et vous avez été donc élu sur la liste nationale. Depuis donc vous représentez le RPG à l'Assemblée. Alors, votre parti RPG Arc-en-Ciel, vous êtes même membre du bureau politique national. Dites-nous, est-ce que le RPG se porte bien en tant que parti aujourd'hui? Oui, c'est évident. Le RPG se porte très bien. Vous savez, les gens aiment interpréter les phénomènes politiques à partir de sa forme simplement. Ce n'est pas beaucoup de personnes qui s'intéressent non seulement à la forme, mais aussi au fond du problème. Le RPG est un parti imperturbable. Comme tout autre parti, une fois arrivé au pouvoir, il y a des nouveaux comportements qui apparaissent. C'est pourquoi j'ai dit l'autre fois au siège que la conquête du pouvoir, quand on est dans l'opposition, c'est un combat spécial, mais la conservation du pouvoir, lorsqu'on l'a acquis, c'est un autre comportement. Alors ces différents comportements ne se ressemblent pas. La gestion du pouvoir fait apparaître à l'intérieur de la formation politique au pouvoir des petits jeux, tels que des jeux de positionnement, tels que des jeux d'intérêt, d'occupation, du truc. Mais ça arrive souvent. Bien. Mais ça, c'est raisonnable. Ça ne veut pas dire que la racine du parti est touchée. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Maintenant, quand les gens apprennent que la jeunesse du parti a réagi comme ça, les militants du parti ont fait ceci, bon, c'est des simples spéculations politiques qui n'ont rien à voir avec la réalité objective. C'est quand même un parti qui est émaillé de petites rébellions à chaque fois. Vous avez parlé de la rébellion des jeunes du parti. Pourquoi? Et récemment, on a connu, c'était finalement le tour des vigiles du RPG, les gardes, je sais pas, les gardiens du siège du RPG. Mais c'est ce que je dis, c'est un problème, un problème de revendication permanente. On est dans le pire des scénarios. Non, c'est pas le pire comme vous le dites. Non, je m'excuse. Si les vigiles du RPG commencent à manifester, vous dire ça veut dire que c'est grave. Voilà, mais c'est des gens qui sont dans le RPG avec un certain nombre de visions. Et nous nous sommes battus. Non, vous voulez dire de conviction? Voilà, nous nous sommes battus. Comme nous nous sommes battus, nous sommes maintenant au pouvoir. Et qu'allons-nous devenir?
nous assurons la sécurité des manifestations du parti, nous nous sommes donné corps et âme. Nous, à notre tour, qu'allons-nous devenir? Les gens se posent cette question quand même. Et nous, les responsables du parti, on doit chercher à trouver la réponse aux questions des uns et des autres. Absolument. C'est tout à fait normal que les gens disent non, 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 nous ne sommes pas considérés. Et à tel moment de l'opposition, on a été ceci, on a été cela, mais une fois au pouvoir, voilà comment nous sommes aujourd'hui. C'est normal que les gens se posent cette question. Bien. Mais c'est encore normal qu'on y trouve des solutions. Absolument, c'est ce que je veux dire. Vous avez trouvé des solutions, et par exemple, nous sommes en train de trouver la solution à tous ces problèmes-là. Mais progressivement, pas à pas, nous ne pouvons pas. Il n'y a aucune machine sociale au monde qui peut résoudre tous les problèmes sociaux à la fois. Nous les résolvons étape par étape. Le cas de ces brigadiers qui ont réagi l'autre jour au siège, nous sommes venus, nous les avons rencontrés. On s'est saisi du problème, nous avons compris l'essentiel des motifs de leur revendication. On a trouvé qu'ils ont raison. Et nous nous sommes mis à la tâche. À l'instant où nous sommes, on s'est compris. Avec les brigadiers Avec du RPG. les brigadiers, on s'est compris. À ce niveau, il n'y a pas de problème. Bien. La jeunesse également, il y a eu une fois, deux fois, trois fois. Mais au finish, maintenant, on s'est assis avec la jeunesse. On a examiné les problèmes ensemble. On a compris qu'on a intérêt à se donner les mains pour faire avancer les choses. Et à l'instant où nous parlons, les jeunes sont en train de trouver progressivement la satisfaction à leurs problèmes. Bien. Nous ne pouvons pas tout résoudre tout de suite, à la fois. Bien. Mais pas à pas, nous parviendrons. Parce que sachez que le RPG, c'est la plus grande formation politique du pays. Nous sommes organisés, structurés et disciplinés. Eh bien, l'UFDG vous dira la même chose aussi. Hein. Ça n'engage que l'UFDG, oui. Ça n'engage que l'UFDG, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis 1990, jusque là où nous sommes. Ce positionnement, ce problème de lead, on ne tombe pas dans ces discussions comme ça. Allez. Bien. Nous, on n'a rien à dire, on ne tombe pas dans ces discussions comme ça. Allez. L'élan de refonte du RPG Arc-en-Ciel, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes dans cet élan de refonte, je ne sais pas si je me trompe sur le mot, mais c'est ce que j'ai appris, de refonte du RPG Arc-en-Ciel. Si le parti se porte tant bien, comme vous le disiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a lieu d'aller vers cette refonte? Ou est-ce que c'est parce qu'on a tant demandé l'organisation du parti? Parce qu'on a écouté quelqu'un comme Makanera qui disait que depuis que le RPG a été créé sur les cendres du RPG, depuis que le RPG Arc-en-Ciel donc a été créé sur les cendres du RPG, il n'y a pas un organigramme concret, d'abord, du parti. Et le congrès, on n'en parle pas, il faut un congrès pour que voilà, on sache qui est qui dans le parti, qui est élu à tel poste, pour qu'on fasse la différence finalement entre Alpha Condé, président de la République, et Alpha Condé qui souvent se fait passer comme président du RPG Arc-en-Ciel. Est-ce que vous êtes en train d'aller vers ce congrès-là? Parce qu'on a vu que vous avez déployé des missions à l'intérieur du pays actuellement. Effectivement, après les élections de 2015, de 2015-2016, comme vous avez soulevé antérieurement, il y a eu des petits problèmes dans le parti. Ces problèmes, ce sont des problèmes d'ordre structurel. Ce sont des problèmes qui relèvent de la vision. Ce sont des problèmes qui relèvent de l'obtention ou de la satisfaction de tel intérêt, tel intérêt, tel intérêt. Aujourd'hui, il faut adapter les structures du parti aux réalités courantes, aux réalités du moment. Avant, on a toujours été géré par l'ancien statut qui date depuis 1990, le statut et le règlement intérieur du parti. Mais nous avons grandi, nous avons atteint une dimension telle que il faut vraiment mettre en place une structure organisationnelle qui puisse prendre en compte les grandes dimensions actuelles du parti. C'est dans ce cadre-là que des séries de rencontres ont été organisées au siège, vous l'avez suivi, à mon humble avis, ou alors directement ou indirectement, vous avez suivi. La jeunesse a fait sa journée de conférence au siège. Les femmes ont fait leur journée. Le comité central et le bureau politique national ont également fait leur journée. Toutes les structures du parti ont fait leur journée pour dire dans le parti qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Et qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche. Au terme
de ces assises, une commission de synthèse a été mise en place qui a travaillé sur l'ensemble des propositions faites par les militants et responsables du parti. C'est cette commission de synthèse qui a élaboré ce document, le nouveau document qu'on appelle le statut et le règlement intérieur nouveau, qui colle beaucoup plus mieux aujourd'hui à la réalité et aux exigences du parti, aux exigences de développement du parti. Alors, les commissions ont été faites pour venir expliquer à la base, parce qu'un parti démocratique c'est comme ça, les cadres se retrouvent à travers des espaces de concertation pareils là, on se rencontre, on met sur pied un certain nombre de documents juridiques et on ne les adopte pas directement. Parce que si tu entends le sommet du parti, c'est parce qu'il y a la base. Absolument. Nous avons dit, alors transportons les travaux réalisés à la base afin qu'elle puisse apprécier. Donc c'est le motif de la présence actuellement des missions sur le terrain, à l'intérieur du pays. Voilà. Donc elle va pour expliquer alors les modifications que nous avons faites dans nos structures pour les coller à la réalité actuelle du moment. Bien. Parce que le parti a effectivement grandi. Le nombre de militants du parti de 1993 à 2000, de 2000 à 2017, ce n'est pas la même chose. Donc ce texte-là va être adopté quand Et au retour des missionnaires, alors une autre analyse va être faite pour voir ce que nous avons fait ici à Conakry. Est-ce que les militants à la base ont exactement accepté ce que nous avons fait? Ou alors, voilà les propositions et les suggestions qui ont été faites par les militants à la base et que nous sommes obligés de tenir compte. Parce que le parti, c'est d'abord la base. Bien. Donc, il faut qu'on tienne compte des préoccupations de nos militants à la base. Donc, un document final sera élaboré à la satisfaction et du sommet du parti et de la base du parti. Alors, donc, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'il y a d'innovant dans ces nouveaux textes qui intègrent, comme vous l'avez dit, les nouvelles dimensions du parti, voilà, les nouvelles exigences des militants et tout, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ces textes-là? Ce qu'il y a de nouveau, c'est que on a introduit, par exemple, au niveau des structures de base, puisque chez nous, il y avait le comité de base, la sous-section, la section, mais nous avons introduit, entre ces structures de base et les directions nationales du parti, nous avons introduit ce qu'on appelle la fédération. Donc la fédération, ça va être l'ensemble des structures, des sections d'une commune ou d'une préfecture. D'accord. Et ça, c'est une première introduction qui a été faite. Ensuite, le nombre d'augmentations, les augmentations... la fédération, quand vous prenez la fédération de Matoto, voilà, c'est elle qui va l'ensemble coiffer les sections des quartiers de la commune de Matoto. Voilà, merci. Voilà. Et avant, ça n'existait pas. Bon, avant, ce n'était pas comme ça. À Matoto, par exemple, on avait 18 sections du RPG. Qui rendaient tous compte au même temps au bureau national. Au bureau politique national. Voilà, c'est ça. Mais maintenant, nous allons mettre la fédération de Matoto qui va se charger, qui va être comme une forme de coordination de l'ensemble des sections de la commune de Matoto. Et ça va être la même chose pour les autres communes ou les autres préfectures de la République de Guinée. Sur ce point-là, vous étiez en retard parce que je pense que c'était le minimum pour l'organisation des partis. Dans la vie du parti, chaque chose se fait à son temps. Pratiquement tous les partis politiques avaient ce modèle de fédération dans les communes. Bon. Pourquoi le RPG n'en était pas là jusqu'à présent? Parce que nous avons attendu le moment pour le faire. Et le moment est venu pour le faire. Bien. Autre innovation, autre changement? Le nombre, par exemple, de responsables dirigeants du bureau politique national qui était 25 membres à 47 membres qui passent maintenant à un nombre très important. Pourquoi un nombre pléthorique dans un bureau politique? Bon, mais vous savez, à l'Assemblée nationale, par exemple, nous sommes 114 députés. Mais oui. Mais les 114 députés, il y a un bureau exécutif. Vous n'êtes pas tous dans le bureau exécutif. Nous ne sommes pas tous dans le bureau exécutif et les autres membres de l'Assemblée et les autres députés sont organisés en commission de travail. Bon, c'est pareil. Au RPG également, nous allons avoir un effectif global du bureau politique national qui est l'organisme dirigeant du parti. Qui va et ensuite, on va mettre un bureau exécutif de X nombre. D'accord.
que je ne vais pas te dire, un bureau pourquoi? politique national qui va passer en tenant compte des adhésions qui se font au parti. Vous savez que le parti était difficilement, on était implanté au Fouta, mais pas fortement. Mais à l'instant où nous parlons, le parti est fortement implanté au Fouta. Donc, on va parler d'adhésion tout à l'heure, parce que si vous parlez d'adhésion, il faut parler aussi de départ. Hein? Oui, mais c'est comme ça la vie politique, ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Il peut y avoir des départs, il peut y avoir des arrivées. C'est comme l'organisme union. Dans votre propre corps, il y a des cellules qui naissent, il y a des cellules qui meurent. Je suis d'accord, mais souhaitons en sorte que la durabilité, votre longue vie dépend non seulement de la quantité de la matière nutritive que vous consommez et qui font vivre vos cellules. Bien. Et que ce nombre de cellules qui apparaissent soit supérieur au nombre de cellules qui meurent, sinon vous mourrez. Mais au RPG, on a l'impression que... RPG, c'est la même chose. Au RPG, on a l'impression, parce qu'il y a un parti au pouvoir, il doit avoir moins de départs que d'arrivées. Mais on va parler de ça tout à l'heure. Je veux dire, cet élan de modernisation des textes du parti, d'actualisation des textes du parti, est-ce que la finalité c'est un congrès? Est-ce que la finalité c'est de choisir un président du RPG Absolument. La finalité, parce que les gens veulent savoir qui est réellement le leader dans le parti RPG et non Alpha Condé qui est président et des fois qui vient au siège du RPG et qui fait montre de président en même temps du RPG Arc-en-Ciel. À quand vous allez changer cela? Bon, moi je vais vous dire une chose. Les gens s'occupent à des problèmes qui ne relèvent pas, qui ne les intéressent pas totalement. Ah bon? Le RPG reste le RPG. C'est nous qui sommes responsables du destin de notre parti. Dans notre règlement intérieur, c'est nous qui disons voilà telle structure, voilà telle structure. Le professeur Alpha Condé, depuis qu'il est président de la République, il ne lui est pas interdit de passer quelques instants, regarder dans le parti qu'il a mis au pouvoir. Il n'y a pas que ça. Le problème, c'est de s'investir en tant que leader de ce parti. C'est ce que la loi lui interdit. Mais la loi ne l'interdit pas. Oui, mais il investit en tant que leader du parti. Et comment? Et comment? C'est à vous de me démontrer cela parce que moi je ne l'ai pas vu. Je suis responsable du parti et depuis de longs moments jusque-là, il y a une coordinatrice nationale qui est Hadja Nantou, il y a un secrétaire général du parti qui est l'honorable Saloum Cissé, qui régente l'ensemble des activités du parti en ce que je sache. Il y a l'ambassadeur qui est au Canada qui a en même temps fait office de... je ne sais pas quel est responsable à la tête du parti. Il est venu, il a été à un moment donné pris comme le permanent qui a fait... Donc le pouvoir égalait le pouvoir peut-être de Nantou en même temps, et donc on ne savait pas entre Alpha Condé, Nantou et l'ambassadeur... non, le permanent, c'est vous qui ne savez pas. La coordinatrice nationale est la coordinatrice nationale du parti. Le secrétaire général... Elle n'a pas été élue, bien sûr, elle n'a pas été élue. À un moment donné, ça c'est ce qu'on appelle le jeu politique, ça arrive dans toutes les formations politiques. Il y a des techniques que nous faisons à l'intérieur du parti pour surmonter telle difficulté, bien, qui ne sont pas interdites quand même. À quand ce fameux congrès? Là, lorsque nous finirons de mettre à jour l'ensemble de ces formes structurelles, nous demanderons un congrès. Pour le moment, je ne peux pas vous dire le congrès aura lieu tel mois, tel jour. Je ne peux pas vous le dire. Mais puisque nous sommes sur la restructuration, puisque nous sommes sur alors la réforme en profondeur de tout ce que nous venons de dire tout à l'heure, au terme de ces réformes, obligatoirement, comme vous l'avez dit, nous aboutirons à un congrès du parti. Mais d'ici là, je me réserve de tout commentaire puisque nous ne sommes pas encore arrivés à ce congrès-là. Quand vous dites, avant de terminer la première partie de cette émission, que Alpha Condé n'investit pas au RPG en tant que leader du RPG, mais comment pouvez-vous nous faire la différence entre Alpha Condé qui investit au RPG ou qui donne des moyens au RPG et Alpha Condé président de la République?
Mais vous l'avez dit, président On de a la un République, siège c'est qu'il flambant. Vous avez un siège flambant neuf à l'aéroport maintenant. Oui. Ça n'était pas le cas avant l'arrivée du parti au pouvoir. Mais vous voulez l'interdire par quel texte juridique vous voulez l'interdire? Le président vous ne voulez pas qu'il le fasse quelque chose pour son parti, même s'il n'est pas président du parti? Justement, attention, aujourd'hui il est président de la République. Aujourd'hui il est président de la République. Demain, quand il n'est pas président de la République, il revient au parti. Deuxièmement, il est fondateur de ce parti. En tant que président, pourquoi il ne financerait pas d'autres partis alors? Pourquoi il ne donnerait pas d'autres sièges à d'autres partis politiques? Si vous pensez que c'est normal qu'il prenne l'argent de l'État et qu'il construise un siège... Mais pourquoi il va investir dans un autre parti politique qui ne l'a pas porté au pouvoir? En tant que président de la République, je veux dire, même en tant que président de la République, comment voulez-vous? Vous pensez que c'est l'argent de l'État qu'il a pris pour faire le siège du parti? C'est l'impression que ça donne. Jamais. Est-ce que ce sont les Le professeur Alpha Condé, je défie quiconque, et j'ai dit, depuis 1958 jusque là où nous sommes, c'est le seul président de la République, le seul leader qui est venu riche au pouvoir. Qui peut le contester? Personne. Ah, qui est venu riche au pouvoir? C'est lui seul qui est venu riche au pouvoir. Il a soutenu le RPG pendant 20 et quelques, de très longues années, sans l'apport de qui que ce soit. Bien, bon. Ça n'a pas été fait dans le budget de l'État. On ne savait pas que on ne savait pas qu'Alpha Condé était venu riche au pouvoir en 2010, parce que Lansana Kouyaté et puis encore qui disait que ils ont apporté le maximum d'argent en 2010 pour financer la campagne d'Alpha Condé, dont ils n'avaient pas les moyens. Lorsque vous passez au deuxième tour, vous élaborez ce qu'on appelle une stratégie d'alliance. Absolument. Et quand les gens viennent en alliance, alors, ils viennent avec l'ensemble de leurs capacités. Bien. Leur capacité. Entendez par là, capacité financière. Ça n'enlève en rien le statut réel et particulier du fondateur ou du candidat réel du parti. Non, quand même, ne discutez pas ça. Non, c'est bien discutable, c'est pour cela que vous êtes sur ce plateau. On va passer à d'autres sujets tout à l'heure, mais justement, on va parler de la CENI qui a connu une crise à un moment donné. Est-ce que le RPG Arc-en-Ciel, en tant que parti au pouvoir aujourd'hui, a un regard particulier sur le dénouement de cette crise et le travail que Maître Kébé est en train de faire pour aller aux élections locales? On en parlera tout à l'heure, mais dans la deuxième partie de cette émission, juste après quelques secondes de pause, on se retrouve. Merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Café Débat que vous pouvez retrouver sur libreopinionguinée.com, notre partenaire de diffusion. Et toujours à mes côtés sur ce plateau, honorable Mohamed Lamine Kamisoko, député du RPG Arc-en-Ciel, membre du bureau politique national. Le sujet principal, c'était justement l'élan de refonte du parti RPG, la réactualisation des textes qui régissent la vie du RPG, il en a parlé tout à l'heure, ce pourquoi actuellement le RPG a déployé des missions à l'intérieur du pays pour expliquer le contenu de ces nouveaux textes afin de revenir les intégrer et aller vers le Congrès, c'est ce que vous avez dit. Absolument. Alors on va passer à d'autres sujets, à moins que vous n'ayez quelque chose d'autre à dire sur justement cet élan de réorganisation. Voilà. Parlons donc de la CENI. Je l'ai dit tout à l'heure, elle a traversé une phase de crise. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a réglé juridiquement la crise. Maître Kébé prend place dans le siège de Bakary Fofana qui s'en va. Avec quel regard vous avez observé la période de la crise et le dénouement aujourd'hui? Je vous remercie premièrement pour cette crise-là. Vous avez constaté, la CENI est une institution indépendante et vous avez compris que la démocratie s'installe progressivement et chaque institution a son rôle à jouer. Lorsque la crise est née, elle est apparue, alors à un moment donné, la CENI, les membres de la CENI entre eux se sont retrouvés et ils ont évincé un président qui était là. Ils ont mis en place un nouveau président, ça a créé des problèmes. Donc finalement, le président qui a été évincé a porté plainte à la Cour constitutionnelle. Et après délibération, d'abord pour un premier temps, la Cour constitutionnelle a mis quelqu'un là-bas provisoirement en attendant qu'elle finisse d'examiner le dossier. Après l'examen du dossier, la Cour constitutionnelle a donné raison à un certain Maître Kébé. Bon, alors, sans injonction du chef de l'État,
président de la République, parce que c'est ce que les gens pensent, que le président de la République a sa main par-ci, par-là, dans le fonctionnement des institutions. Les choses ont été textuellement respectées. Le président n'a pas intervenu. La Cour constitutionnelle a fait son travail de façon libre, honnête, et conformément à ses attributions. Elle l'a fait, ça a été accepté. Maintenant, le président a reçu Maître Kébé à Sékou-Touré, tout comme il a reçu Bakary Fofana. Merci. Maintenant, donc, ceci étant, la réorganisation en tant qu'institution indépendante revient à la CENI. De la manière qu'on est resté à l'écart pour la résolution de la crise, de la même manière que nous allons rester observer aussi comment la CENI va se prendre en charge, comment elle va se réorganiser et pour faire maintenant ses propres programmes de travail et qui seront soumis dans les moments à venir au gouvernement. Parce que c'est à la CENI de se réorganiser. Bien, mais vous avez de toute façon d'autres partis politiques, c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, la CENI après la crise interne, le RPG garde-t-il confiance en tant que parti à la CENI? Parce qu'il y a d'autres leaders politiques aujourd'hui, d'autres partis politiques qui pensent qu'il fallait aller au-delà de la résolution de la crise interpersonnelle et comment on va dire, ramener tous les commissaires à la maison, c'est-à-dire carrément changer cette CENI. C'est ce que ces leaders-là disent aujourd'hui. Ça vous plaît souvent, non, écoutez-moi, ça vous plaît souvent de parler de respect de la loi. Mais les gens aiment violer, je ne sais pas si c'est volontaire ou involontaire, ils aiment violer la loi. La CENI est une institution indépendante. Vous comprenez? Oui. Elle est composée mandat, des représentants et a un mandat qui n'est, à mon humble avis, qui n'est pas encore arrivé à terme. Voilà. Ceux qui disent qu'il faut balayer systématiquement cette CENI pour mettre une nouvelle en place, notamment on ne peut pas, on ne peut pas à chaque moment, face à chaque épreuve électorale, mettre une nouvelle CENI en place. Ça, ce n'est pas possible. Alors le RPG... Ça, c'est un. Non. Ce que je dis là, c'est ma vision des choses. Bien. Je ne dis pas cette fois-ci que c'est la vision de mon parti. Mais moi, je dis, c'est impossible à chaque moment de venir refaire la CENI quand on doit aller à une élection. C'est un point de vue qui n'est pas un bon point de vue. Ce n'est pas possible. Un, elle est mise en place pour un mandat. Deuxièmement, et chaque parti, toute l'opposition est représentée de 10 membres. La mouvance est représentée de 10 membres. La société civile de 3 et l'administration de 2. Voilà la configuration. Il y a débat aussi. Alors, non, il y a débat à faire sur cette représentation numérique là, hein, parce que bien. Maintenant, s'il y a débat, moi, je suis un membre de la direction nationale du RPG. Moi, je fais confiance, quel que soit ce qui se passe là-bas au niveau de la CENI. Nous avons délégué des gens qui sont là, qui n'exercent plus leur activité, mais qui sont en train de travailler pour le compte de la CENI. Nous avons notre regard sur eux. Bien. Donc, et nous les faisons confiance. Je ne peux pas dire aujourd'hui, je t'ai envoyé à la CENI, il y a ceci, bon, je t'enlève à la CENI. Donc, contrairement à ces partis politiques aujourd'hui qui pensent que non, il fallait aller juste au-delà de la résolution de la crise, Bakary Kébé ou Bakary contre les autres, il fallait tous les remplacer. Vous, au RPG, vous pensez que cette CENI, à sa tête Kébé, vous leur faites une fois encore confiance et pourvu qu'ils nous amènent vers les élections locales en 2017 là. Qu'est-ce qui peut faire que je ne peux pas les porter confiance? Qu'est-ce qui peut faire que je ne peux pas les porter confiance? Dans tous les cas, c'est ce que je dis. Le RPG Arc-en-Ciel, le RPG Arc-en-Ciel. Ok, d'accord. Voilà. Je dis le RPG Arc-en-Ciel. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas les faire confiance? Voilà. Donc, il y a quoi qu'on ne peut pas, qui puisse faire en sorte qu'on ne les fait pas confiance? Quoi? Pour le moment, il n'y a rien. Rien n'amène le RPG absolument rien à douter de l'incapacité de cette CENI avec... Il faut que cela soit... Et quand ça va arriver, en ce moment, notre position sera connue. Bien. Mais pour le moment, c'est des gens que nous avons librement choisis, qui sont en train de travailler. Nous les suivons, nous les regardons, nous les faisons confiance. C'est une institution. Ça peut ne pas plaire à quelqu'un. Mais quand même, ils sont déjà là-bas, ils sont commissaires, ils travaillent.
Et ils ont organisé des élections, à mon avis, qui ont été des bonnes élections. Bien. Merci. Alors, donc, si on devait aller à ces élections en 2017 là, puisqu'il y en a qui doutent fort là-dessus, comment le RPG donc est en train de s'y préparer, puisque vous êtes dans les secrets de la stratégie politique, oui, voilà, de la stratégie politique Moi, du RPG. je ne vous dirai jamais. Voilà comment nous allons nous préparer pour aller aux élections. Moi, je ne vous le dirai pas. Pourquoi? Pourquoi je vais le dire? Parti politique. Je suis placé ici avec vous à ce studio, je suis là avec vous à ce studio, mais il y a mes adversaires qui m'écoutent. Bien. Alors, je ne peux pas étaler ma stratégie. Non, quand même, je vais en combat demain ou après-demain. Mais c'est pas de la sorcellerie. Il suffit d'expliquer des programmes de société aux citoyens. Pour moi, ma stratégie est ma stratégie. C'est au moment venu que je les étale, je les mets en application. Est-ce que le RPG donc se sent fort sur le terrain aujourd'hui? Et même tout de suite, même demain, nous sommes prêts à aller aux élections. C'est ce que vous voulez dire. Même demain, nous sommes. Et je vous dis, je vous le dis, pour ceux qui sont en train d'hésiter. Non seulement nous allons gagner la majorité des communes, les élections législatives, nous allons les gagner. Parce que nous sommes sûrs de ce que nous sommes en train de faire sur le terrain. Les législatives de 2018. Absolument. Que ce soit les communales, que ce soit les législatives, nous allons les gagner. Le RPG, le PDG n'a pas eu la chance de se maintenir après chose. Le feu général Conté, que son âme se repose en paix, n'a pas eu la chance de se maintenir, mais le PIP quand même existe, le PDG existe, mais pas avec beaucoup de force. Le RPG restera au pouvoir pendant très 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 longtemps. Même sans Alpha Condé. Même quand le jour où Alpha ne serait pas là, le RPG va exister. Bien. Alpha, il a planté un arbre qui est en train d'enfoncer sa racine dans le sol. Et cet arbre-là vivra pendant très longtemps. Bien. Il faut que vous lui faites confiance. Eh bien, on va donc on va suivre tout ça à la loupe. Le RPG plus que jamais prêt et confiant de remporter la majorité des communes à l'occasion de ces élections locales, pourvu qu'elles se tiennent en 2017. En attendant, on va finir cette émission par la gouvernance. Alpha Condé, aujourd'hui, vous êtes un ancien du parti, à ce que je sache, hein, vous n'êtes pas arriviste. Non. Voilà, donc quel petit bilan vous pouvez faire de la gestion d'Alpha Condé aujourd'hui? Aujourd'hui, on dit qu'on est au pays des ordures qui tuent les hommes, on est au pays des routes qui massacrent les citoyens de jour en jour, on est au pays des hommes qui ont moins de $1 par jour depuis plusieurs années maintenant. Et comment vous pouvez qualifier cette gestion, cette gouvernance d'Alpha Condé? Voilà, tous ceux qui sont en train de parler comme ça, parlent avec malveillance. Parce que l'héritage est un héritage extrêmement lourd. Quand le chef de l'État a dit à un moment donné que je reprends le pays là où Feu Ahmed Sékou Touré, que son âme se repose en paix, l'a laissé. D'autres ont pensé ça sous l'angle ethnique. Ce n'est pas sous l'angle ethnique. Ou sous le PDG, régime en tant que le PDG a laissé un acquis ici. Je vous fais venir un peu sur un paragraphe de Mamadou Ebinota, un texte de Mamadou Ebinota, là où il a été dit que ajoutons quelque chose à l'humanité. Dans le passage, il a été dit, nous sommes les héritiers de ceux qui sont morts, les associés de ceux qui vivent et la providence de ceux qui naîtront. Donc le RPG, l'arrivée au pouvoir, nous sommes venus à la place d'un certain nombre de pouvoirs. Le PDG de 1958 au 26 mars 1984 a laissé un acquis visible. Tout le peuple de Guinée le connaît. Bien. À sa mort, le même peuple de Guinée a coupé les branches des arbres, les feuilles par-ci, par-là, brandir à la face du monde pour dire nous avons retrouvé notre liberté, comme si ce peuple était dans l'esclavage.
Bien. Donc faisons beaucoup attention. On ne va pas refaire l'histoire. S'il vous plaît, on ne refait pas l'histoire, mais ce que je dis là, maintenant, parlons il y avait 85, 100 et quelques unités industrielles qui avaient été laissées. Merci. Mais maintenant, à partir de 1980, le discours programme de 1985, qu'est-ce que ce discours programme, qu'est-ce que ce discours programme de 1985 a fait sur les acquis de l'ancien régime? Pour aboutir au problème. C'est là, à Conakry, ici. Dans chaque commune, il y avait des dépôts d'ordures. Dans chaque commune. Autant de Sékou Touré. Il y avait des dépôts. On ramassait les ordures, on les mettait quelque part. De là, on les prend pour les acheminer. Un point final. Quand ils sont venus au pouvoir, le CMRN, les membres du gouvernement, tous les responsables, chaque responsable à son niveau, a pensé à l'enrichissement illicite. On a tout balayé. Est-ce que vous pensez, on a tout vendu. Vous pensez que cette pratique-là n'est pas d'actualité aujourd'hui? Je ne crois pas. L'enrichissement illicite. Voilà, laisse-moi aller là où je veux aller. Laisse-moi aller. Donc, on a bradé ces espaces publics-là. Aujourd'hui, quand vous ramassez les ordures dans la commune de Matam, où vous allez les déposer? Il n'y a pas de dépôt. Ça a été vendu aux commerçants. Les maisons des jeunes ont été vendues aux commerçants. Toutes les places publiques ont été vendues aux commerçants. Finalement, même là où les jeunes devaient se recréer à travers les épreuves de football par-ci, par-là, tous ces espaces ont été vendus. Nous sommes venus nous asseoir sur une situation comme ça, que nous sommes en train de chercher à résoudre un à un. Depuis 7 ans. Les gens ont fait 20 et quelques années pour détruire. Ouais. Il est plus facile de détruire que de construire. Pourtant, eux vous diront qu'ils ont construit. Merci, d'accord. Le régime comptait mais nous aussi. sommes venus. Le régime comptait aussi n'a pas fait que détruire. Le facteur le plus important. Oui. Les 5 caractéristiques du sous-développement, c'est d'abord la mentalité, le comportement. La mentalité et le comportement. Il faut d'abord renverser la tendance. Donc, cela se fait à travers la mise en place des structures de l'État. Vrai ou faux, à moins de 6 ans, nous avons mis toutes les institutions en place que les autres n'ont pas fait. Vous le savez, non? Il en reste encore. Il reste une seule institution. Les autres, pendant les 40 et quelques années, n'avaient que 2 institutions. Et nous sommes venus en moins de 6 ans, on a mis toutes les autres institutions. Félicitez ça quand même. Bon, parlons maintenant de... Merci. Parlons maintenant, les routes. Qu'est-ce qui a changé dans la vie des Guinéens? Aujourd'hui, tu es assis ici, à la lumière du courant. Il n'y avait pas de courant avant? Il y en avait, tu es là. Tu es là. Et à un moment donné, ici, on disait Bouzi Bra Bankiga, Kamena Lampouima. On a dit ça dans le temps ici. Tu étais là, non? Pour regarder le match de football, il fallait se déplacer d'une commune à une commune pour bénéficier, voir les matchs. Aujourd'hui, chaque Guinéen regarde la télévision dans sa petite chambre. Bien. Merci. Ça, c'est un acquis, il faut le reconnaître. L'organisation des fêtes tournantes a changé la physionomie de nos CRD et de nos communes, de nos préfectures. Ça, ce n'est pas un acquis, mon frère. Hein? Non, la réforme de l'armée, la plus grande réforme courageuse de l'armée, jamais été faite. Qui aurait englouti des milliards et des milliards. Aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis. Hein. Aujourd'hui, demandez les généraux, demandez les colonels, les commandants, les capitaines. Tout le monde se réjouit aujourd'hui de la qualité de formation que le professeur Alpha Condé est en train d'organiser pour les militaires guinéens, qui aujourd'hui n'ont plus rien à envier aux militaires du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de ceci. Ça, ce n'est rien. Bien. Aujourd'hui, la réforme même au niveau de l'administration, vous le savez, ça, ce n'est rien. Il faut d'abord organiser l'administration pour qu'elle soit une administration au service du développement. Il faut ça d'abord. Bien. Tu vas mobiliser des milliards et des milliards. C'est comme ça que ça se passe. On mobilise les milliards, on vient. On est assis sur la même administration. On se heurte à des difficultés. Lorsqu'on veut aller en profondeur des réformes de l'administration, on dit ces réformes-là sont orientées contre X ou contre Y. Donc en gros,
En gros, nous avons réalisé de gros efforts, les résultats sont là. Seul le méchant et le méchant refusent de reconnaître. Voilà. Et puis ce n'est qu'un début, on aura d'autres occasions, honorable Mohamed Lamine Kamisoko, de faire des débats sur les sujets du moment. Ce fut un plaisir pour moi de vous avoir reçu. Merci d'être passé dans cette émission. À très bientôt. Je vous remercie, on est à votre disposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous, merci de votre fidélité. À demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.